Une carte n'est pas le territoire. Vous aurez présente à l'esprit la situation de la cartographie au temps des Templiers, disais-je. En ce siècle-là, circulent des cartes arabes qui, entre autres, placent l'Afrique en haut et l'Europe en bas. Des cartes de navigateurs, tout compte fait assez précises, et des cartes de 300 ou 400 ans avant qui passent encore pour valables dans les écoles. Remarquez que pour révéler où se trouve l'ombilicus, on n'a pas besoin d'une carte précise dans le sens que nous donnons au terme. Il suffit que ce soit une carte qui ait la caractéristique suivante. Une fois orientée, elle montre l'ombilicus au point où le pendule s'illumine à l'aube du 24 juin. À présent, écoutez bien. Mettons par pure hypothèse que l'ombilicus soit à Jérusalem. Sur nos cartes modernes, Jérusalem se trouve en un certain endroit, et même aujourd'hui, ça dépend du type de projection. Mais les Templiers disposaient d'une carte faite Dieu sait comment. Eh bien, que leur importait? Ce n'est pas le pendule qui dépend de la carte, c'est la carte qui dépend du pendule. Vous me suivez? Ce pouvait être la carte la plus insensée du monde, pourvu que lorsqu'on la plaça sous le pendule, le rayon du soleil fatidique de l'aube du 24 juin identifia le point où, sur la dite carte, ici et pas sur d'autres, apparaissait Jérusalem. Mais ça ne résout pas notre problème, dit Goethe à Lévy. Certes pas. Et celui des 36 invisibles non plus, parce que si vous n'identifiez pas la bonne carte, rien à faire. Essayons de penser à une carte orientée de façon canonique avec l'est en direction de l'abside et l'ouest vers la nef, car c'est ainsi que sont orientées les églises. À présent, faisons une hypothèse quelconque et je dis au hasard. Quand cette aube fatale, le pendule doit se trouver sur une zone vaguement à l'est, presque aux frontières du cadran sud-est. S'il s'agissait d'une horloge, nous dirions que le pendule doit indiquer 5h25. D'accord? Maintenant, regardez. J'allais chercher une histoire de la cartographie. Voilà. Numéro 1, une carte du XIIe siècle. Elle reprend la structure des cartes en T. En haut, il y a l'Asie, avec le paradis terrestre. À gauche, l'Europe, à droite, l'Afrique. Et ici, au-delà de l'Afrique, ils ont mis aussi les antipodes. Numéro 2, une carte inspirée du Somnium Scipionis de Macrobe, mais qui survit en différentes versions jusqu'au XVIe siècle. Tant pis si l'Afrique est un peu étroite. Maintenant, attention, orientez les deux cartes de la même manière. Et vous vous apercevrez que sur la première, 5h25 correspond à l'Arabie. Et sur la deuxième, à la Nouvelle-Zélande. Vu qu'à ce point-là, il y a les antipodes. On peut tout savoir sur le pendule. Mais si on ne sait pas quelle carte utiliser, on est perdu. Le message contenait des instructions hyper chiffrées sur le lieu où trouver la bonne carte, probablement dessinée pour la circonstance. Le message disait où il fallait chercher la carte dans quel manuscrit, dans quelle bibliothèque, quelle abbaye, quel château. Et il se pourrait même que Dee ou Bacon ou d'autres encore eussent reconstitué le message. Qui peut savoir? Le message disait la carte est à tel endroit. Mais pendant ce temps, avec tout ce qui s'est passé en Europe, l'abbaye qui l'abritait avait brûlé, ou bien la carte avait été volée, dissimulée, qui sait où. Peut-être quelqu'un possède-t-il la carte, mais sans savoir à quoi elle sert, ou sachant qu'elle sert à quelque chose, mais ne sachant pas exactement à quoi. Il parcourt le monde pour chercher un acquéreur. Pensez. Toute une circulation d'offres, de fausses pistes, de messages qui disent autre chose et étaient lus comme s'ils parlaient de la carte, et de messages qui parlent de la carte et sont lus comme s'ils faisaient allusion, que sais-je, à la production de l'or. Et il est probable que certains sont en train de chercher à reconstituer directement la carte sur des bases conjecturales. Quel genre de conjecture? Par exemple, des correspondances micro-macrocosmiques? Voici encore une autre carte. Vous savez d'où elle vient? Elle apparaît dans le second traité de Lutriusque Cosmi Historia de Robert Fludd. Fludd est l'homme des Rose-Croix à Londres, ne l'oublions pas. Or, que fait notre Robert de Fluctibus, comme il aimait à se faire appeler? Il ne présente plus une carte, mais une étrange projection du globe entier vu du pôle mystique naturellement, et donc vu d'un pendule idéal suspendu à une clé de voûte idéale. Ça, c'est une carte conçue pour être placée sous un pendule. Ce sont des évidences irréfutables. Comment se peut-il que personne n'y ait encore pensé? C'est que les diaboliques sont d'un lent, mais d'un lent, disait Belbeau. C'est que nous sommes les seuls dignes héritiers des Templiers. Mais laissez-moi poursuivre. Vous avez reconnu le schéma. C'est une rotule mobile, de celle qu'utilisait Tritène pour ses messages chiffrés. Ceci n'est pas une carte. C'est un projet de machine pour tenter des variations, pour produire des cartes alternatives, tant qu'on ne trouve pas la bonne. Et Fludd le dit, dans la légende, ceci est l'ébauche d'un instrumentum. Il faut encore y travailler. Mais
N'était-ce pas le même Flood qui s'obstinait à nier la rotation de la Terre? Comment pouvait-il penser au pendule? Nous avons affaire à des initiés. Un initié nie ce qu'il sait, ni qu'il le sait. Il ment pour couvrir le secret. Ce qui expliquerait, disait Belbeau, pourquoi Dee se donnait déjà tant de mal avec ses cartographes royaux. Non pas pour connaître la vraie forme du monde, mais pour reconstruire, au milieu de toutes les cartes erronées, la seule et unique qui lui servait, et donc la seule bonne. Pas mal, disait Diotallevi. Trouver la vérité en reconstituant exactement un texte mensonger. Suivant les dessins de Verulanus. Les vicissitudes des 6 groupes ne s'étaient pas limitées à la recherche de la carte. Il est probable que les Templiers, dans les 2 premières parties du message, celles dont disposaient les Portugais et les Anglais, faisaient référence à un pendule, mais les idées sur les pendules étaient encore peu claires. Une chose est de faire danser un fil à plomb, et une autre de construire un mécanisme d'une précision telle qu'il est illuminé par le soleil à la seconde pile. Raison pourquoi les Templiers avaient calculé 6 siècles. L'aile baconienne se met au travail dans cette direction, et elle essaie d'attirer de son côté tous les initiés qu'elle cherche désespérément à contacter. Coïncidence non fortuite, l'homme des Rose-Croix, Salomon de Causse, écrit pour Richelieu un traité sur les horloges solaires. Après, à partir de Galilée, c'est une recherche forcenée sur les pendules. Le prétexte est de savoir comment les utiliser pour déterminer les longitudes, mais quand, en 1681, Huygens découvre qu'un pendule exact à Paris retarde à Cayenne, il comprend sur le champ que cela dépend de la variation de la force centrifuge due à la rotation de la Terre. Et quand il publie son Horologium, où il développe les intuitions galiléennes sur le pendule, qui le fait venir à Paris? Colbert. Le même Colbert qui fait venir à Paris Salomon de Causse pour qu'il s'occupe du sous-sol. Lorsqu'en 1661, l'Accademia del Cimento devance les conclusions de Foucault, Léopold de Toscane la dissout en l'espace de 5 années et reçoit aussitôt de Rome, comme occulte récompense, un chapeau de cardinal. Mais ce n'est pas tout. La chasse aux pendules continue même au cours des siècles suivants. En 1742, un an avant la première apparition documentée du comte de Saint-Germain, un certain Donnerand présente un mémoire sur les pendules à l'Académie royale des sciences. En 1756, quand naît en Allemagne la stricte observance templière, un certain Bouguier écrit sur la direction qu'affectent tous les fils à plomb. Je trouvais des titres fantasmagoriques comme celui de Jean-Baptiste Biot de 1821. Recueil d'observations géodésiques, astronomiques et physiques exécutés par ordre du Bureau des longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre et en Écosse pour déterminer la variation de la pesanteur et des degrés terrestres sur le prolongement du méridien de Paris. En France, Espagne, Angleterre, Écosse, et en rapport avec le méridien de Saint-Martin, et Sir Edward Sabine, qui en 1823 publie An Account of Experiment to determine the figure of the Earth by means of the pendulum vibrating seconds in different latitudes. Et ce mystérieux Graf Féodor Petrovitch Littke, qui en 1836 publie les résultats de ses recherches sur le comportement du pendule au cours d'une navigation autour du monde, et pour le compte de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. Pourquoi les Russes aussi? Et si, pendant ce temps-là, un groupe certainement d'hérédité baconienne avait décidé de découvrir le secret des courants, sans carte et sans pendule, en interrogeant de nouveau du début la respiration du serpent, il s'ensuivait que les intuitions de Salon étaient bonnes. C'est plus ou moins au temps de Foucault que le monde industriel, créature de l'aile baconienne, commence le creusement des réseaux métropolitains au cœur des métropoles européennes. C'est vrai, disait Belbeau, le 19e siècle est obsédé par les souterrains. Jean Valjean, Fantomas et Javert, Rocambole, tout un va-et-vient entre conduits et grands collecteurs d'égouts. Bon Dieu, maintenant que j'y pense, toute l'œuvre de Jules Verne est une révélation initiatique des mystères du sous-sol. Voyage au centre de la Terre, un milieu sous les mers, les cavernes de l'île mystérieuse, l'immense royaume souterrain des Indes noires. Il faut reconstituer un plan de ces voyages extraordinaires, et nous trouverons certainement une ébauche des volutes du serpent, une carte des Lays reconstituée pour chaque continent. Verne explore d'en haut et d'en bas le réseau des courants telluriques. Je collaborais. Comment s'appelle le protagoniste des Indes noires? John Garral, presque un anagramme de Graal. Ne soyons pas extravagants, restons les pieds sur terre. Verne lance des signaux bien plus explicites. Ordure,
Le conquérant, RC, Rose-Croix, et Robure lui à l'envers donne Rubord, le rouge de la rose. Phileas Fogg, un nom qui est une véritable signature. La reconstitution nous prit des jours et des jours. Nous interrompions nos travaux pour nous confier la dernière collection. Nous lisions tout ce qui nous tombait sous la main, encyclopédies, journaux, bandes dessinées, catalogues des maisons d'édition, en diagonale, à la recherche des courts-circuits possibles. Nous nous arrêtions pour fouiller les inventaires des bouquinistes, nous flairions les kiosques, nous puisions à pleine main dans les manuscrits de nos diaboliques. Nous nous précipitions au bureau, triomphant, en jetant sur la table la dernière trouvaille, tandis que j'évoque ces semaines, tous les épisodes m'en apparaissent fulgurants, frénétiques, comme dans un film de Larry Semon, en saccades et sautillements, avec portes qui s'ouvrent et se ferment à vitesse supersonique, tarte à la crème qui vole, cavalcade dans les escaliers, en avant, en arrière, vieilles automobiles qui s'tamponnent, écroulement d'étagères dans une épicerie, au milieu de rafales de boîtes de conserve, bouteilles, fromage mou, giclées d'eau de sels, explosion de sacs de farine. Et pourtant, à bien me rappeler les interstices, les temps morts, le reste de la vie qui se déroulait autour de nous, je peux tout relire comme une histoire au ralenti, avec le plan qui se formait à un pas de gymnastique artistique, telles les rotations lentes du disco-ball, les prudentes oscillations du lanceur de poids, les temps longs du golf, les attentes insensées du baseball. Quoi qu'il en fût, et quel que fût le rythme, le sort nous récompensait. Parce qu'à vouloir trouver des connexions, on en trouve toujours, partout et entre tout. Le monde éclate en un réseau, en un tourbillon d'affinités, et tout renvoie à tout, tout explique tout. Je n'en disais rien à Lia, pour ne pas l'irriter, mais j'en négligeais même Giulio. Je me réveillais la nuit, je m'apercevais que Renatus Cartesius faisait RC, et que c'est avec trop d'énergie que Descartes avait cherché les Rose-Croix et avait ensuite nié les avoir trouvés. Pourquoi une telle obsession de la méthode? La méthode servait pour chercher la solution du mystère qui désormais fascinait tous les initiés d'Europe. Et qui avait célébré la magie gothique? René de Chateaubriand. Et qui avait écrit au temps de Bacon Steep of the Temple? Richard Groucho. Et alors, Ranieri de Calzabigi, René Char, Raymond Chandler, Éric de Casablanca. C'est à eux qu'Eiffel fit appel. À présent, la modernité entière nous apparaissait parcourue de taupes laborieuses qui perçaient le sous-sol, épiant la planète par en dessous. Mais il devait y avoir quelque chose d'autre, une autre entreprise que les Baconiens avaient mise en route, et dont les résultats, dont les étapes étaient sous les yeux de tout le monde, et personne ne s'en était rendu compte. Car en forant le sol, on sondait les couches profondes, mais les Celtes et les Templiers ne s'étaient pas limités à creuser des puits. Ils avaient planté leurs fiches droit vers le ciel pour communiquer de mégalithe à mégalithe et recueillir les influx des étoiles. L'idée se présenta à Belbo par une nuit d'insomnie. Il s'était mis à sa fenêtre et avait vu au loin, au-dessus des toits de Milan, les lumières de la tour métallique de la Raille, la grande antenne de la ville, le sobre et prudence tour de Babel. Et là, il avait compris. La tour Eiffel, nous avait-il dit le matin suivant. Comment n'y avoir pas encore pensé? Le mégalithe de métal, le menhir des derniers Celtes, la flèche creuse plus haute que toutes les flèches gothiques. Pourquoi donc Paris aurait-tu besoin de ce monument inutile? C'est la sonde céleste, l'antenne qui recueille des informations sur toutes les fiches hermétiques enfoncées dans la croûte du globe. Des statues de l'île de Pâques, du Machu Picchu, de la liberté de Bedloes Island, prévue par l'initié Lafayette, de l'obélisque de Luxor, de la tour la plus haute de Tomar, du colosse de Rhodes qui continue à émettre les profondeurs du port où personne ne le trouve, des temples de la jungle brahmanique, des tourelles de la Grande Muraille, du Fest d'Ayers Rock, de la flèche de Strasbourg où se pâmait l'initié Goethe, des visages de monde Truchemort, que de choses avait comprise l'initié Hitchcock, de l'antenne de l'Empire State. Dites donc, à quel empire faisait allusion cette création d'initiés américains, si ce n'est à l'Empire de Rodolphe et de Prague? La tour capte les informations du sous-sol et les confronte avec celles qui proviennent du ciel. Et qui est-ce qui nous donne la première terrifiante image cinématographique de la tour? René Clair, dans Paris qui dort. René Clair, RC. Il fallait relire l'histoire entière de la science. La compétition spatiale elle-même devenait compréhensible, avec ces satellites fous qui ne font rien d'autre que photographier l'écorce terrestre pour y repérer les tensions invisibles des flux sous-marins, des courants d'air chaud.
Et pour se parler entre eux, parler à la tour, parler à Stone Age. C'est une curieuse coïncidence. Lorsque nous échangions les résultats de nos imaginations, il nous semblait, et justement, procéder par association indue, court-circuits extraordinaires, auxquels nous aurions eu honte de prêter foi, si on nous l'avait imputé, ce que nous confortait la conviction, désormais tacite, ainsi que l'impose l'étiquette de l'ironie, que nous étions en train de parodier la logique des autres. Mais dans les longues pauses où chacun accumulait des preuves pour nos commissions tripartites, et avec la conscience tranquille de rassembler des morceaux pour une parodie de mosaïque, notre cerveau s'habituait à relier chaque chose à n'importe quelle autre. Et pour le faire automatiquement, il devait prendre des habitudes. Je crois qu'il n'y a plus de différence à un moment donné entre s'habituer à faire semblant de croire et s'habituer à croire. C'est l'histoire des espions. Ils s'infiltrent dans les services secrets de l'adversaire. Ils s'habituent à penser comme lui. S'ils survivent, c'est parce qu'ils y réussissent. Normal que peu après ils passent de l'autre côté, qui est devenu le leur. Ou l'histoire de ceux qui vivent seuls avec un chien. Ils lui parlent toute la journée, au début ils s'efforcent de comprendre sa logique, puis ils prétendent que lui comprenne la leur. Et d'abord ils découvrent qu'il est timide, puis jaloux, puis susceptible, enfin ils passent leur temps à lui faire des méchancetés et des scènes de jalousie, lorsqu'ils sont sûrs que lui est devenu comme eux, qu'eux sont devenus comme lui, et quand ils sont fiers de l'avoir humanisé, en fait, ce sont eux qui se sont caninisés. C'est peut-être parce que je me trouvais en contact quotidien avec l'IA et avec l'enfant que j'étais des trois le moins affecté par le jeu, que j'avais la conviction de mener. Je me sentais encore comme un joueur d'agogo durant le rite. On est du côté de qui produit et non pas de qui endure les émotions. Pour Diotallevi, je ne savais pas alors, maintenant je sais. Il habituait son corps à penser en diabolique. Quant à Belbo, il s'identifiait même au niveau de sa conscience. Moi, je m'habituais. Diotallevi se corrompait, Belbo se convertissait. Mais tous trois perdions lentement cette lumière intellectuelle qui nous fait toujours distinguer le semblable de l'identique. La métaphore des choses en soi, cette qualité mystérieuse et fulgurante et merveilleuse, grâce à laquelle nous sommes toujours à même de dire qu'un tel s'est abêti, sans toutefois penser un instant que des poils et des crocs lui ont poussé. Quand le malade, au contraire, pense abêti et voit aussitôt quelqu'un qui aboie ou fou, jouant, ou vole. Pour Diotallevi, nous aurions pu nous en rendre compte. Si nous n'avions pas été aussi excités, je dirais que tout avait commencé à la fin de l'été. Il était réapparu plus maigre, mais ce n'était pas la sveltesse nerveuse de celui qui aurait passé quelques semaines à marcher dans les montagnes. Son teint délicat d'albinos montrait à présent des nuances jaunâtres. Si nous le remarquâmes, nous pensâmes qu'il avait passé ses vacances penchées sur des rouleaux rabbiniques, mais en vérité nous songions à autre chose. En effet, au cours des jours qui suivirent, nous fûmes même en mesure de régler petit à petit le problème des ailes étrangères au courant baconien. Par exemple, la maçonnologie commune voit les illuminés de Bavière qui poursuivaient la destruction des nations et la déstabilisation de l'État, non seulement comme les inspirateurs de l'anarchisme baconien, mais aussi le marxisme même. Puéril. Les illuminés étaient les provocateurs que les baconiens avaient infiltrés au milieu des teutoniques. Mais c'est à toute autre chose que pensaient Marx et Engels, quand ils commençaient le manifeste de 48 par cette phrase éloquente « Un spectre hante l'Europe ». Pourquoi donc cette métaphore aussi gothique? Le manifeste communiste fait sarcastiquement allusion à la fantomatique chasse au plan qui agite l'histoire du continent depuis quelques siècles déjà. Et il propose une alternative aussi bien aux baconiens qu'aux néo-templiers. Marx était un juif. Peut-être était-il initialement le porte-parole des rabbins de Gérone ou de Safed, et cherchait-il à intégrer dans la recherche le peuple entier de Dieu. Puis son initiative l'entraîne, il identifie la Shekinah, le peuple en exil dans le royaume, au prolétariat. Il trahit les attentes de ses inspirateurs, renverse les lignes d'orientation du messianisme judaïque. Templiers du monde entier, unissez-vous, la map monde aux ouvriers. Superbe. Quelle meilleure justification historique pour le communisme. Oui, disait Belbo. Mais les baconiens, eux aussi, ont leurs accidents de parcours, vous ne croyez pas? Certains des leurs prennent la tangente avec un rêve scientiste et finissent dans un cul-de-sac. Je veux parler à la fin de la dynastie des Einstein, des Fermi, qui, en cherchant le secret au cœur du microcosme, font une invention erronée. Au lieu de l'énergie tellurique propre, naturelle, sapientiale, ils découvrent l'énergie atomique, technologique, sale, polluée.
Espace-temps, l'erreur de l'Occident, disait Diotalevi. C'est la perte du centre, le vaccin et la pénicilline comme caricature de l'élixir de longue vie, interrompais-je. De même, l'autre templier, Freud, disait Belbeau, qui, au lieu de creuser dans le labyrinthe du sous-sol physique, creusait dans ceux du sous-sol psychique. Comme si au sujet de ce dernier, les alchimistes n'avaient pas déjà tout et mieux dit. Mais c'est toi, insinuait Diotalevi, qui cherche à publier les livres du docteur Wagner. Pour moi, la psychanalyse, c'est un machin pour névroser. Oui, et le pénis n'est qu'un symbole phallique, concluais-je. Allons, messieurs, ne divaguons pas, et ne perdons pas de temps. Nous ne savons pas encore où situer les Pauliciens et les Hiérosolymitains. Mais avant d'avoir pu résoudre le nouveau problème, nous étions tombés sur un autre groupe qui ne faisait pas partie des 36 invisibles. Il s'était introduit très tôt dans le jeu et on avait bouleversé en partie les projets, agissant comme élément de confusion, les jésuites. Le templarisme et jésuitisme. Nous les avions rencontrés trop souvent, dès l'époque des premiers manifestes Rose-Croix. Dès 1620 paraît en Allemagne une Rosa Jesuitica, où l'on rappelle que le symbolisme de la rose est catholique et marial avant que d'être Rose-Croix, et l'on insinue que les deux ordres seraient solidaires, et les Rose-Croix seulement une des reformulations de la mystique jésuitique à l'usage des populations de l'Allemagne réformée. Je me rappelais des mots de Salon sur la haine avec laquelle le père Kircher avait mis au pilori les Rose-Croix, et justement quand il parlait des profondeurs du globe terraqué. Le père Kircher, disais-je, est un personnage central dans cette histoire. Pourquoi cet homme, qui si souvent a témoigné de son sens de l'observation et de son goût de l'expérimentation, a-t-il ensuite noyé ces quelques bonnes idées dans des milliers de pages qui débordent d'hypothèses incroyables? Il était en correspondance avec les meilleurs hommes de science anglais. Et puis, chacun de ses livres reprend les thèmes Rose-Croix typiques, apparemment pour les contester. En fait, pour les faire siens, pour en offrir sa version contre-réformiste. Dans la première édition de la Fama, ce monsieur Hasselmayer, condamné aux galères par les jésuites à cause de ses idées réformatrices, s'épuise à dire que les vrais et bons jésuites, ce sont eux, les Rose-Croix. Bien, Kircher écrit ses 30 et quelques volumes pour suggérer que les vrais et bons Rose-Croix, ce sont eux, les jésuites. Les jésuites sont en train d'essayer de mettre la main sur le plan. Les pendules, il veut les étudier, lui, le père Kircher. Et il le fait, même si c'est à sa façon, en inventant une horloge planétaire afin de savoir l'heure exacte de tous les sièges de la compagnie dispersés de par le monde. Mais comment faisaient-ils les jésuites pour savoir qu'il y avait le plan quand les templiers s'étaient fait tuer pour ne pas avouer, demandait Diotalevi. Ce n'était pas du jeu de répondre que les jésuites en savent toujours un poil de plus que le diable. Nous voulions une explication plus séduisante. Nous la découvrîmes bien vite. Guillaume Postel, de nouveau. En feuilletant l'histoire des jésuites de Crétino-Joly, et que de gorge chaude n'avions-nous pas faite sur ce malheureux nom, nous découvrîmes que Postel, pris par ses fureurs mystiques, par sa soif de régénération spirituelle, avait rejoint en 1544 saint Ignace de Loyola à Rome. Ignace l'avait accueilli avec enthousiasme, mais Postel n'avait pas réussi à renoncer à ses idées fixes, à ses kabbalismes, à son œcuménisme, et cela ne pouvait enchanter les jésuites. Et moins que tout, l'idée la plus fixe de toutes, sur laquelle Postel ne voulait nullement transiger, que le roi du monde devait être le roi de France. Ignace était saint, mais il était espagnol. Ainsi, à un moment donné, on est arrivé à la rupture. Postel avait quitté les jésuites, ou les jésuites l'avaient mis à la porte. Mais si Postel avait été jésuite, ne fût-ce que pour une courte période, il devait bien avoir fait confidence à saint Ignace, à qui il avait juré obédience périnde ac cadaver de sa mission. Cher Ignace, avait-il dû lui dire, sache qu'en me prenant moi, tu prends aussi le secret du plan templier, dont indignement je suis le représentant français. Et même, soyons tous là ensemble à attendre la troisième rencontre séculière de 1584. Et autant vaut l'attendre ad majorem Dei gloriam. Or donc, les jésuites, à travers Postel et en vertu d'un de ces moments de faiblesse, viennent à apprendre le secret des templiers. Un secret pareil, ça s'exploite. Saint Ignace passe à l'éternelle béatitude, mais ses successeurs veillent et continuent à tenir Postel à l'œil. Ils veulent savoir qui il rencontrera en cette fatidique année 1584. Hélas, Postel meurt avant, et il ne sert de rien qu'un jésuite inconnu, comme le soutenait une de nos sources, fût à son chevet à l'heure de sa mort.
Les jésuites ne savent pas qui est son successeur. « Pardon, Casaubon, avait dit Belleau. Il y a quelque chose qui cloche, à mon avis. Si l'on va bien ainsi, les jésuites n'ont pas pu savoir qu'en 1584, la rencontre était ratée. Il ne faut cependant pas oublier, avait observé Biotalévi, que d'après ce que me disent les gentils, ces jésuites étaient des hommes de fer qui ne se laissaient pas facilement rouler dans la farine. Ah, si c'est pour ça, avait dit Belleau, un jésuite se boulotte 2 templiers au déjeuner et 2 au dîner, et aussi ont été dissous, et plus d'une fois, et tous les gouvernements d'Europe s'y sont mis. Ils sont pourtant encore là. Il fallait se mettre dans la peau d'un jésuite. Que fait un jésuite si Postel lui glisse entre les doigts? Moi, j'avais eu tout de suite une idée. Mais elle était si diabolique que même nos diaboliques pensais-je n'auraient pas avalé. Les Rose-Croix étaient une invention des jésuites. Postel mort, proposai-je, les jésuites, pleins d'astuces à leur habitude, ont prévu mathématiquement la confusion des calendriers et ils ont décidé de prendre l'initiative. Ils mettent sur pied la mystification Rose-Croix, en calculant exactement ce qui se passerait. Au lieu d'une quantité d'exaltés qui mordent à l'hameçon, quelqu'un des noyaux authentiques, pris par surprise, se présente. En ce cas, on peut s'imaginer lire de Bacon. Flood, imbécile, tu ne pouvais pas la fermer, mais monsieur le vicomte, my lord, ils avaient tous l'air d'être des nôtres. Crétin, on ne t'avait pas appris à te méfier des papistes. C'est toi qu'on aurait dû cramer, pas ce malheureux d'Enola. Mais alors, disait Belleau, pourquoi, lorsque les Rose-Croix se transfèrent en France, les jésuites ou ces polémistes cathos qui travaillent pour eux les attaquent-ils comme des hérétiques et les possédés du démon? Tu ne voudrais pas prétendre que les jésuites travaillent dans la linéarité? Quelle sorte de jésuites ce serait? Nous avions disputé longuement sur ma proposition, pour enfin décider d'un commun accord qu'il valait mieux retenir l'hypothèse originelle. Les Rose-Croix étaient l'appât lancé aux Français par les Baconiens et par les Allemands. Mais les jésuites, sitôt les manifestes parus, avaient vu clair dans leur jeu. Et ils s'y étaient immédiatement jetés dans le jeu pour brouiller les cartes. D'évidence, le dessein des jésuites avait été d'empêcher la réunion des groupes anglais et allemands avec le groupe français, et tout coup, pour bas qu'il fût, était bon. En attendant, ils enregistraient les nouvelles, accumulaient les renseignements, et les mettaient où? Dans Aboulafia, avait plaisanté Belleau. Mais Biotalévi, qui entre-temps s'était documenté pour son propre compte, avait dit qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Les jésuites étaient certainement en train de construire l'immense, surpuissant calculateur électronique qui devrait tirer une conclusion du brassage patient et centenaire de tous les lambeaux de vérité et de mensonges qu'ils recueillaient. Les jésuites, disait Biotalévi, avaient compris ce dont ni les pauvres vieux templiers de Provins, ni l'aile baconienne n'avaient eu encore l'intuition. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver à la reconstitution de la carte par une voie combinatoire, en somme par des procédés qui anticipent ceux de tout moderne cerveau électronique. Les jésuites sont les premiers à inventer Aboulafia. Le père Kircher relit tous les traités sur l'art combinatoire depuis Lulle. Et voyez ce qu'il publie dans son Ars Magna Siendi. On dirait un canevas pour denter le crochet, disait Belleau. Que non, monsieur, ce sont toutes les combinaisons possibles entre n éléments. Le calcul factoriel, celui du Sefer Gessira, le calcul des combinaisons et des permutations, l'essence même de la Témora. Et il en allait certainement ainsi. Une chose était de concevoir le vague projet de Flood. Pour repérer la carte en partant d'une projection polaire, une autre, de savoir combien d'essais il fallait. Et savoir tous les tenter pour arriver à la solution optimale. Et surtout, une chose était de créer le modèle abstrait des combinaisons possibles et une autre de concevoir une machine en mesure de les mettre en action. Alors, aussi bien Kircher que son disciple Schott projettent de petites orques mécaniques, des mécanismes à fiches perforées, des computers ante litteram, fondés sur le calcul binaire. Cabale appliquée à la mécanique moderne. IBM, Jesus Babagemundi, Jesum Binarium Magnificarum. AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, allons donc, Ars Magna Digitale Gaudium, IHS, Jesus Hardware and Software. Il s'est formé au sein des plus épaisses ténèbres. Les jésuites avaient compris que si on veut déstabiliser l'adversaire, la meilleure technique c'est de créer des sectes secrètes, d'attendre que les enthousiastes dangereux s'y précipitent, et puis d'arrêter tout ce beau monde. Autrement dit, si vous craignez un complot, organisez-le. Ainsi, tous ceux qui pourraient y adhérer tombent sous votre contrôle.
Je me rappelais une réserve qu'Aguillier avait exprimée sur Ramsay. Le premier a établi une connexion directe entre maçonnerie et templiers en insinuant qu'il avait des liens avec des milieux catholiques. En effet, Voltaire déjà avait dénoncé Ramsay comme un homme des jésuites. Face à la naissance de la maçonnerie anglaise, les jésuites ripostent de France par le néo-templarisme écossais. Ainsi, on comprenait pourquoi, en réponse à ce complot, l'année 1789, un certain marquis de Luchet publiait anonyme son célèbre essai sur la secte des Illuminés, où il s'en prenait aux illuminés de toutes les races, qu'ils fussent de Bavière ou d'ailleurs, anarchistes bouffe-curés ou mystiques néo-templiers, et fourrait dans le même sac, incroyable comme tous les morceaux de notre mosaïque se mettaient en place petit à petit et merveilleusement, jusqu'aux Pauliciens, pour ne rien dire de Postel et de Saint-Germain. Et il se lamentait de ce que ces formes de mysticisme templier eussent ôté de crédibilité à la maçonnerie, laquelle au contraire était vraiment une société de braves et honnêtes gens. Les Baconiens avaient inventé la maçonnerie comme le Rijkscafé de Casablanca. Le néo-templarisme jésuite rendait vaine leur invention, et Luchet était envoyé comme killer pour flinguer tous les groupes qui n'étaient pas Baconiens. Mais à ce point-là, nous devions tenir compte d'un autre fait, dont le pauvre Aguillier n'arrivait pas à se dépêtrer. Pourquoi Demestre, un homme des Jésuites, et 7 bonnes années avant que se manifestât le marquis de Luchet, s'était-il rendu à Wiensbad pour semer la zizanie entre les néo-templiers? Le néo-templarisme allait bien dans la première moitié du XVIIIe siècle, disait Vellebeau, et il allait très mal à la fin du siècle. D'abord parce que les révolutionnaires s'en étaient emparés, pour lesquels, entre la déesse raison et l'être suprême, tout était bon pourvu qu'on coupât la tête au roi, voyez qu'Aguillot se trouve. Et puis, parce qu'en Allemagne, les princes allemands y avaient mis la patte, et au sommet, Frédéric de Prusse, dont les fins ne coïncidaient certes pas avec celles des jésuites. Quand le néo-templarisme mystique, quel qu'en soit l'inventeur, produit la flûte enchantée, il est normal que les hommes de Loyola décident de s'en débarrasser. C'est comme dans les finances, tu achètes une société, tu la revends, tu la liquides, tu la mets en faillite, tu en augmentes le capital, cela dépend du plan général. Tu n'as bien sûr pas le souci de savoir où va finir le concierge. Ou comme une voiture usagée, quand elle ne marche plus, tu l'envoies à la casse. Toutes les infamies attribuées aux Templiers. La stratégie des Jésuites nous devint claire lorsque nous découvrîmes le père Barruel. Celui-ci, entre 1797 et 1798, en réaction à la Révolution française, écrit ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Un véritable roman feuilleton qui débute la coïncidence avec les Templiers, lesquels, après le bûcher de Molay, se transforment en société secrète afin de détruire monarchie et papauté et de créer une république mondiale. Au XVIIIe siècle, ils mettent la main sur la franc-maçonnerie qui devient leur instrument. En 1763, ils fondent une académie littéraire composée de Voltaire, Turgot, Condorcet, Diderot et d'Alembert, qui se réunit chez le baron d'Holbach, et complote que je te complote, en 1776, ils font naître les Jacobins, qui d'ailleurs sont des marionnettes aux mains des vrais chefs, les Illuminés de Bavière, régicides par vocation. Il s'agit bien de voitures à la casse. Après avoir coupé la maçonnerie en deux avec l'aide de Ramsay, les jésuites la réunissaient de nouveau pour la battre de front. Le livre de Barruel avait fait un certain effet, à telle enseigne que dans les archives nationales, on découvre au moins 2 rapports de police demandés par Napoléon sur des sectes clandestines. Ces rapports, un certain Charles de Berkheim les rédige, lequel, comme pour tous les services secrets qui vont piocher leurs renseignements réservés là où ils ont déjà été publiés, ne trouve rien de mieux à faire que de copier bêtement d'abord le livre du marquis de Luchet, puis celui de Barruel. Devant ces terrifiantes descriptions des Illuminés, et cette dénonciation pénétrante d'un directoire de supérieurs inconnus capables de dominer le monde, Napoléon n'a pas d'hésitation. Il décide de devenir des leurs. Il fait nommer son frère Joseph grand maître du Grand Orient, et lui-même, à en croire de nombreuses sources, il prend des contacts avec la maçonnerie, et à en croire d'autres, qu'il va jusqu'à devenir un très haut dignitaire, sans qu'on sache clairement de quel rite, peut-être par prudence de tous. Ce que Napoléon savait, nous ne le savions pas, mais nous n'oublions pas qu'il avait passé pas mal de temps en Égypte. Et qui sait avec quel sage il avait parlé à l'ombre des pyramides. Et là, même un enfant comprenait que les fameux 40 siècles qui le contemplaient étaient une claire allusion à la tradition hermétique.
Mais il devait en savoir long, parce qu'en 1806, il avait convoqué une assemblée de juifs français. Les raisons officielles étaient banales. Tentative de réduire l'usure, de s'assurer la fidélité de la minorité israélite, de trouver de nouveaux bailleurs de fonds. Mais cela n'explique pas pourquoi il avait décidé d'appeler cette assemblée Grand Sanhédrin, évoquant l'idée d'un directoire de supérieurs, plus ou moins inconnu. En vérité, le Corse rusé avait repéré les représentants de l'aile hiérosolymitaine et il cherchait à réunir les différents groupes dispersés. Ce n'est pas un hasard si en 1808, les troupes du maréchal Ney sont à Tonard. Vous saisissez le rapport. On n'est ici que pour saisir des rapports. Maintenant, sur le point de battre l'Angleterre, Napoléon a en main presque tous les centres européens et à travers les juifs français, les hiérosolymitains. Qui lui manque-t-il encore? Les Pauliciens? Précisément. Et nous n'avons pas encore décidé où ils se sont fourrés, mais Napoléon nous suggère qu'il va les chercher où ils sont, en Russie. Bloqués depuis des siècles dans l'ère slave, il était normal que les Pauliciens se fussent réorganisés sous les différentes étiquettes des groupes mystiques russes. Un des conseillers influents d'Alexandre Ier était le prince Galitzine, lié à certaines sectes d'inspiration martiniste. Et qui trouvions-nous en Russie? Avec une bonne douzaine d'années d'avance sur Napoléon, plénipotentiaire des Savoies en train de nouer des liens avec des cénacles mystiques de Saint-Pétersbourg, de Maistre. À ce moment-là, celui-ci se méfiait de toute organisation d'illuminés qui, à ses yeux, ne faisait qu'un avec les hommes des Lumières, responsables du bain de sang de la Révolution. En effet, c'est à cette période qu'il parlait, répétant presque à la lettre Barruel, d'une secte satanique qui voulait conquérir le monde, et il pensait probablement à Napoléon. Si donc notre grand réactionnaire se proposait de séduire les groupes martinistes, c'est parce qu'il avait eu la clairvoyante intuition que ces derniers, tout en s'inspirant des mêmes sources que les néotemplarismes français et allemands, étaient cependant l'expression de l'unique groupe non encore corrompu par la pensée occidentale, les Pauliciens. Pourtant, à ce qu'il paraît, le plan de Maistre n'avait pas réussi. En 1816, les jésuites sont expulsés de Saint-Pétersbourg et de Maistre s'en retourne à Turin. D'accord, disait Guetta-Lévy, nous avons retrouvé les Pauliciens. Faisons sortir de scène Napoléon qui n'est évidemment pas parvenu à ses fins, sinon, depuis Sainte-Hélène, d'un claquement de doigts, il aurait fait trembler ses adversaires. Qu'est-ce qui arrive à présent au milieu de tous ces gens? Moi j'en perds la tête. La moitié d'entre eux l'avaient déjà perdu, disait Bellebeau. Comme vous avez bien démasqué ces sectes infernales. La manœuvre de Napoléon avec les Juifs avait provoqué une modification de parcours chez les Jésuites. Les mémoires de Barruel ne contenaient aucune allusion aux Juifs. Mais en 1806, Barruel reçoit la lettre d'un certain capitaine Simonini, qui lui rappelle que Manès aussi, et le vieux de la montagne, étaient juifs, que les francs-maçons avaient été fondés par les Juifs, et que les Juifs avaient infiltré toutes les sociétés secrètes existantes. La lettre de Simonini, qu'on a fait habilement circuler à Paris, avait mis en difficulté Napoléon qui venait juste de contacter le Grand Sanhédrin. Ce contact avait évidemment préoccupé les Pauliciens, car en ces années-là, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe moscovite déclarait « Napoléon se propose de réunir aujourd'hui tous les Juifs que la colère de Dieu a dispersés sur la face de la terre pour leur faire renverser l'Église du Christ et le proclamer, lui, comme le vrai Messie. » Le bon Barruel accepte l'idée que le complot n'est pas seulement maçonnique, mais judéo-maçonnique. Entre autres, l'idée de ce complot satanique était bien commode pour attaquer un nouvel ennemi, c'est-à-dire la haute vente de la charbonnerie, et donc les pères anticléricaux du Risorgimento de Mazzini à Garibaldi. Mais tout ça a lieu au début du 19e, disait Guetta-Lévy. Alors que la grande offensive antisémite commence à la fin du siècle, avec la publication des protocoles des sages de Sion. Et les protocoles paraissent dans le milieu russe, c'est donc une initiative policienne. Normal, dit Bellebeau. Il est clair qu'à ce moment-là, le groupe hiérosolymitain s'est fragmenté en trois. Le premier, à travers les kabbalistes espagnols et provençaux, est allé inspirer l'aile néo-templière. Le deuxième a été absorbé par l'aile baconienne, et ils sont devenus les scientifiques et les banquiers. C'est contre eux que se déchaînent les jésuites. Quant au troisième, il s'est établi en Russie. Les juifs russes sont en bonne partie de petits commerçants et les prêteurs, et donc ils sont mal vus par les paysans pauvres. Et en bonne partie,
puisque la culture hébraïque est une culture du livre et que tous les juifs savent lire et écrire, ils vont grossir les rangs de l'intelligentsia libérale et révolutionnaire. Les politiciens sont des mystiques, réactionnaires, très liés au feu de la terre, et ils se sont infiltrés à la cour. Évidemment qu'entre eux et les hiérosonymitins, il ne peut y avoir de fusion. Donc, ils ont intérêt à discréditer les juifs, et à travers les juifs, ils l'ont appris des jésuites, ils mettent en difficulté leurs adversaires à l'extérieur, aussi bien les néo-templaristes que les béconiens. Avec toute la puissance et la terreur de Satan. L'idée était acceptable. Il suffisait de considérer qui avait introduit les protocoles en Russie. Un des plus influents martinistes de la fin du siècle, Pappus, avait séduit Nicolas II pendant une de ses visites à Paris, puis il s'était rendu à Moscou et avait amené avec lui un certain Philippe, autrement dit Philippe Nizier Anselme Vachod. Possédé par le diable à 6 ans, guérisseur à 13, magnétiseur à Lyon, il avait fasciné et Nicolas II et son hystérique d'épouse. Philippe avait été invité à la cour, nommé médecin de l'Académie militaire de Saint-Pétersbourg, général et conseiller d'État. Ses adversaires décident alors de lui opposer une figure tout aussi charismatique qui en mina le prestige, et on trouve Nilus. Nilus était un moine pérégrin qui, dans ses robes de bure, pérégrinait, et qu'avait-il d'autre à faire, à travers les bois, étalant une grande barbe de prophète, 2 épouses, une fillette et une assistante ou maîtresse comme on voudra, toutes suspendues à ses lèvres. Moitié gourou de ceux qui finissent par filer avec la caisse et moitié ermite de ceux qui crient la fin est proche, et en effet, son idée fixe, c'était les trames ourdies par l'Antéchrist. Le plan des partisans de Nilus était de le faire ordonner pope, de façon qu'en épousant une femme de plus, une femme de moins, Hélène Alexandrovna Ozerova, demoiselle d'honneur de la tsarine, il devint le confesseur des souverains. Je suis un homme doux, disait Belbeau, mais je commence à soupçonner que le massacre de la famille impériale a peut-être été une opération de dératisation. En somme, à un moment donné, les partisans de Philippe avaient accusé Nilus de vie lascive, et Dieu sait s'ils n'avaient pas raison eux aussi. Nilus avait dû quitter la cour, mais là, quelqu'un était venu à son aide en lui passant le texte des protocoles. Comme tout le monde faisait une énorme confusion entre martinistes, qui s'inspiraient de Saint-Martin, et martinésistes, fidèles de ce Martin de Pasquali qui plaisait si peu à Aglier, et comme Pasquali, selon la rumeur, était juif, en discréditant les juifs, on discréditait les martinistes, et en discréditant les martinistes, on liquidait Philippe. Effectivement, une première version incomplète des protocoles avait déjà paru en 1903, dans le Znamia, un journal de Saint-Pétersbourg dirigé par l'antisémite militant Khrouchtchev. En 1905, avec la bénédiction de la censure gouvernementale, cette première version complète était reprise de façon anonyme dans un livre, La source de nos mots, probablement édité par un certain Moutmi, lequel avait participé avec Khrouchtchev à la fondation de l'Union du peuple russe, connue par la suite sous le nom de Centuries Noires, qui enrôlait des criminels de droit commun pour accomplir des pogroms et des attentats d'extrême droite. Moutmi aurait continué à publier, cette fois sous son nom, d'autres éditions de l'ouvrage avec pour titre « Les ennemis de la race humaine », protocole provenant des archives secrètes de la chancellerie centrale de Sion. Mais il s'agissait de petits livres à bon marché. La version in extenso des protocoles, celle qu'on traduirait dans le monde entier, sort en 1905. Dans la 3e édition du livre de Nilus, Le Grand dans le Petit, l'Antéchrist est une possibilité politique imminente, Tsarkoï Selo sous l'égide d'une section locale de la Croix-Rouge. Le cadre était celui d'une plus vaste réflexion mystique, et le livre finit entre les mains du tsar. Le métropolite de Moscou en prescrit la lecture dans toutes les églises moscovites. Mais quelle est, avais-je demandé, la connexion des protocoles avec notre plan? On parle sans arrêt de ces protocoles ici, et si on les disait? Rien de plus simple, nous avait dit Goethe-Lévy. Il y a toujours un éditeur qui les republie. Mieux, autrefois, ils le faisaient en montrant de l'indignation par devoir de documentation, puis peu à peu, ils ont recommencé à le faire avec satisfaction. Comme ils sont gentils. Tandis que nous restons derrière les coulisses. Les protocoles sont une série de 80 déclarations d'un programme attribué aux sages de Sion. Les dessins de ces sages nous avaient semblé assez contradictoires. Tantôt ils veulent abolir la liberté de la presse,
tantôt encourager le libertinisme. Il critique le libéralisme et paraît énoncer le programme que les gauches radicales attribuent aux multinationales capitalistes, y compris l'usage du sport et de l'éducation visuelle pour avertir le peuple. Ils analysent différentes techniques pour s'emparer du pouvoir mondial. Ils font l'éloge de la force de l'or. Ils décident de favoriser les révolutions dans tout pays en exploitant le mécontentement et en désorientant le peuple par la proclamation d'idées libérales. Pourtant, ils veulent encourager l'inégalité. Ils calculent comment instaurer partout des régimes présidentiels contrôlés par les hommes de paille des sages. Ils décident de faire éclater des guerres, d'augmenter la production des armements et, Salon aussi l'avait dit, de construire des métropolitains souterrains pour avoir la possibilité de miner les grandes villes. Ils disent que la fin justifie les moyens et se proposent d'encourager l'antisémitisme tant pour contrôler les juifs pauvres que pour attendrir le cœur des gentils devant leur malheur. Coûteux, disait Diota Lévy, mais efficace. Ils affirment avec candeur: nous avons une ambition sans limite, une cupidité dévorante, nous sommes acharnés à une vengeance impitoyable et brûlante de haine. Faisons montre d'un masochisme exquis puisqu'ils reproduisent à plaisir le cliché du juif mauvais qui déjà circulait dans la presse antisémite et qui ornera les couvertures de toutes les éditions de leurs livres. Et ils décident d'abolir l'étude des classiques et de l'histoire antique. En somme, observait Belbeau, les sages de Sion étaient une bande de couillons. Ne plaisantons pas, dit Diota Lévy. Ce livre a été pris très au sérieux. Une chose me frappe plutôt. Qu'en voulant apparaître comme un plan hébraïque, vieux de plusieurs siècles, toutes ces références sont à la mesure de petites polémiques françaises fin de siècle. Il semble que l'allusion à l'éducation visuelle qui sert à avertir les masses visait le programme éducatif de Léon Bourgeois, qui fait entrer 9 maçons dans son gouvernement. Un autre passage conseille de faire élire des personnes compromises dans le scandale de Panama, et tel était Émile Loubet, qui en 1899 deviendra président de la République. L'allusion au métro est due au fait qu'en ces temps-là, les journaux de droite protestaient parce que la compagnie du métropolitain avait trop d'actionnaires juifs. Raison pourquoi on suppose que le texte a été corrigé en France dans la dernière décennie du 19e, au temps de l'affaire Dreyfus pour établir le Front libéral. Ce n'est pas ça qui m'impressionne, avait dit Belbeau. C'est le déjà-vu. La synthèse de l'histoire, c'est que ces sages racontent un plan pour la conquête du monde. Et nous, ces propos, on les a déjà entendus. Essayez de noter quelques références à des faits et des problèmes du siècle passé. Remplacez les souterrains de métro par les souterrains de province. Et toutes les fois qu'il y a écrit juif, écrivez templier. Et toutes les fois qu'il y a écrit sage de Sion, écrivez 36 invisibles divisés en 6 bandes. Les amis, nous tenons là l'ordonnation de province. En avait-il le moindre soupçon? Nous avions tout sous les yeux depuis longtemps. Et nous ne nous en étions jamais rendus pleinement compte. Durant 6 siècles, 6 groupes se battent pour réaliser le plan de Provins. Et chaque groupe prend le texte idéal de ce plan, qui change simplement le sujet et l'attribue à l'adversaire. Après que les Rose-Croix se sont manifestés en France, les jésuites retournent le plan contre eux. En discréditant les Rose-Croix, ils discréditent les Baconiens et la naissance maçonnique anglaise. Quand les jésuites inventent le néo-templarisme, le marquis Luchet attribue le plan aux néo-templiers. Les jésuites, qui désormais larguent aussi les néo-templiers, copient Luchet à travers Barruel, mais eux attribuent le plan à tous les francs-maçons en général. Contre-offensive baconienne. En nous mettant à éplucher tous les textes de la polémique libérale et laïcisante, nous avions découvert que de Michelet à Quinet jusqu'à Garibaldi et à Gioberti, on attribuait l'ordonnation aux jésuites. Et peut-être l'idée venait-elle du Templier Pascal et de ses amis. Le terme devient populaire avec le juif errant d'Eugène Sue et avec son personnage du méchant M. Rodin, quintessence du complot jésuitique dans le monde. Mais en cherchant chez Sue, nous avions trouvé bien davantage. Un texte qui semblait calqué, mais en avance d'un demi-siècle, sur les protocoles mot pour mot. Il s'agissait du dernier chapitre des mystères du peuple. Ici, le diabolique plan jésuite était expliqué jusqu'au moindre détail dans un document envoyé par le général de la compagnie, le père Rotan, personnage historique, à M. Rodin,
ex-personnage du Jules Ferrand. Rodolphe de Gerolstein, ex-héros des mystères de Paris, venait en possession du document et le révélait aux démocrates. Vous voyez, mon cher Lebrun, comme cette trame infernale est bien ourdie. Quelle épouvantable douleur, quelle horrible domination, quel despotisme terrible elle réserve à l'Europe et au monde, si par mésaventure elle réussit. On aurait dit la préface de Nilus au protocole, et su attribuer aux jésuites le mot, qu'ensuite nous retrouvons dans les protocoles et attribués aux juifs, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire des juifs kabbalistiques. Quand paraissent les mystères du peuple, les jésuites voient que l'ordonnation leur est imputée. Ils se jettent alors sur l'unique tactique offensive qui n'avait encore été exploitée par personne et, récupérant la lettre de Simonini, ils imputent l'ordonnation aux Juifs. En 1869, Gougnaud de Mousseau, célèbre pour 2 livres sur la magie au XIXe siècle, publie « Les Juifs, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens », où l'on dit que les Juifs utilisent la Kabbale et sont des adorateurs de Satan, vu qu'une filiation secrète lie directement car aux gnostiques, aux templiers et aux maçons. De Mousseau reçoit une bénédiction spéciale de Pie IX. Mais le plan romancé par Su est recyclé par d'autres aussi, qui ne sont pas des jésuites. Une belle histoire, presque un polar, était arrivée longtemps après. Après l'apparition des protocoles, qu'il avait pris avec le plus grand sérieux, le Times, en 1921, avait découvert qu'un propriétaire terrien russe, monarchiste réfugié en Turquie, avait acheté à un ex-officier de la police secrète russe réfugié à Constantinople un lot de vieux livres parmi lesquels s'en trouvait un sans couverture, où on ne lisait que « Joli sur la tranche », avec une préface datée de 1864, et qui paraissait être la source littéraire des protocoles. Le Times avait fait des recherches au British Museum et avait découvert le livre original de Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Montesquieu et Machiavel. Bruxelles, mais avec l'indication Genève, 1864. Maurice Joly n'avait rien à voir avec Crétino Joly, mais il fallait quand même relever l'analogie, elle devait bien signifier quelque chose. Le livre de Joly était un pamphlet libéral contre Napoléon III où Machiavel, qui représentait le cynisme du dictateur, discutait avec Montesquieu. Joly avait été arrêté pour cette initiative révolutionnaire, il avait fait 15 mois de prison et en 1878, il s'était tué. Le programme des Juifs des protocoles était repris presque à la lettre de celui que Joly attribuait à Machiavel, la fin justifie les moyens, et à travers Machiavel à Napoléon. Le Times ne s'était pas cependant aperçu, mais nous si, que Joly était copié impunément dans le document dessus, antérieur d'au moins 7 ans. Une femme, écrivain antisémite, passionnée de la théorie du complot et des supérieurs inconnus, certaine Nasta Webster, devant ce fait qui réduisait les protocoles à une copie banale et toute bête, nous avait fourni une très lumineuse intuition, comme seul le vrai initié ou le chasseur d'initiés sait en savoir. Joly était un initié. Il connaissait le plan des supérieurs inconnus. Comme il haïssait Napoléon III, il l'avait attribué à lui. Mais cela ne signifie pas que le plan n'existait pas indépendamment de Napoléon. Or, le plan raconté par les protocoles se conforme exactement à celui que les Juifs font d'habitude. Donc, c'était le plan des Juifs. Quant à nous, il ne nous restait plus qu'à corriger Madame Webster selon la même logique, puisque le plan se conformait parfaitement à celui qu'auraient dû penser les Templiers. C'était le plan des Templiers. Et puis, notre logique était une logique des faits. Nous avions beaucoup aimé l'affaire du cimetière de Prague. C'était l'histoire d'un certain Hermann Goetsch, petit employé des postes prussiens. Celui-ci avait déjà publié les faux documents pour discréditer le démocrate Waldeck, l'accusant de vouloir assassiner le roi de Prusse. Démasqué, il était devenu le rédacteur de l'organe des grands propriétaires conservateurs, Die Prussische Zeitung. Puis, sous le nom de Sir John Radcliffe, il avait commencé à écrire des romans à sensation, entre autres Biarritz, en 1868. C'est dans celui-ci qu'il décrivait une scène occultiste qui se déroulait dans le cimetière de Prague, très semblable à la réunion des Illuminés que Dumas avait décrite au début de Joseph Balsamo, où Cagliostro, chef des supérieurs inconnus, parmi lesquels Swedenborg, ourdit le complot du collier de la reine. Dans le cimetière de Prague se réunissent les représentants des 12 tribus d'Israël qui exposent leur plan pour la conquête du monde.
En 1876, un pamphlet russe rapporte la scène de Biarritz, mais comme si elle s'était réellement passée. Et de même, en 1881, en France, le contemporain. On dit que la nouvelle provient d'une source sûre, le diplomate anglais Sir John Radcliffe. En 1896, un dénommé Bournand publie un livre, Les Juifs, nos contemporains, et relate la scène du cimetière de Prague, disant que le discours subversif est tenu par le grand rabbin John Radcliffe. Une tradition postérieure dira au contraire que le vrai Radcliffe avait été conduit dans le cimetière fatal par Ferdinand Lassalle, dangereux révolutionnaire. Et ces plans sont plus ou moins ceux décrits en 1880, peu d'années avant, par la Revue des études juives, antisémite, qui avait publié 2 lettres imputées à des juifs du XVe siècle. Les juifs d'Arles demandent de l'aide aux juifs de Constantinople parce qu'ils sont persécutés, et ceux-ci répondent « Bien-aimés frères en Moïse, si le roi de France vous oblige à vous faire chrétien, faites-le, parce que vous ne pouvez faire autrement, mais conservez la loi de Moïse dans vos cœurs. Si on vous dépouille de vos biens, faites en sorte que vos fils deviennent des marchands, de façon que peu à peu ils dépouillent les chrétiens des leurs. Si on attente à vos vies, faites devenir vos fils médecins et pharmaciens, pour qu'ainsi ils ôtent leur vie aux chrétiens. Si on détruit vos synagogues, faites devenir vos fils chanoines et clercs, de façon qu'ils détruisent leurs églises. Si on vous inflige d'autres vexations, faites que vos fils deviennent avocats et notaires et qu'ils se mêlent aux affaires de tous les États, de façon qu'en mettant les chrétiens sous votre joug, vous dominiez le monde et puissiez vous venger d'eux. Il s'agissait toujours du plan des jésuites et en amont de l'ordonnation templière. Rares variations, permutations minimes, les protocoles se faisaient tout seuls. Un projet abstrait de complot immigrait de complot en complot. Et quand nous nous étions ingéniés à récupérer l'anneau manquant, qui unissait toute cette belle histoire à nuit douce, nous avions rencontré Rakovski, le chef de la terrible Okhrana, la police secrète du tsar. Une couverture est toujours nécessaire. Justement, ces jours-ci, en lisant quelques pages de Nos Diaboliques, nous avions trouvé que le comte de Saint-Germain, parmi ses différents travestissements, avait pris aussi celui de Rakovski, ou c'est du moins ainsi que l'avait identifié l'ambassadeur de Frédéric II à Dresde. Et le landgrave de Hesse, chez qui Saint-Germain apparemment était mort, avait dit qu'il était d'origine transylvanienne et s'appelait Ragowski. Il fallait ajouter que Comenius avait dédié sa Pansophie, œuvre certainement d'odeur de rosicrucianisme, à un landgrave, que de landgrave dans notre histoire, qui s'appelait Radowski. Dernière touche à la mosaïque, en fouillant dans l'inventaire d'un bouquiniste Piazza Castello, j'avais découvert un ouvrage allemand sur la maçonnerie, anonyme, où une main inconnue avait ajouté en faux titre une note selon laquelle le texte était dû au dénommé Karl Aug Ragotki. Considérant que le mystérieux individu qui avait sans doute tué le colonel Ardenti s'appelait Rakowski, voilà que nous trouvions toujours façon d'intégrer sur les traces du plan notre comte de Saint-Germain. Ne donnons-nous pas trop de pouvoir à cet aventurier, demandait l'air préoccupé Diotallevi. Non, non, répondait Belbeau, il le faut. Comme la sauce de soja dans les plats chinois, s'il n'y en a pas, ça n'est pas chinois. Regarde Aguillier, qui s'y entend. Il n'est pas allé chercher Cagliostro ou Villermoz comme modèle. Saint-Germain est la quintessence de l'homo hermeticus. Pierre Ivanovitch Rakowski. Jovial, insinuant, félin, intelligent et rusé, faussaire de génie. Petit fonctionnaire, entré en contact avec les groupes révolutionnaires, il est arrêté en 1879 par la police secrète et accusé d'avoir donné asile à des amis terroristes qui avaient attenté à la vie du général Drentel. Il passe du côté de la police et s'inscrit, tiens, au Century Noir. En 1890, il découvre à Paris une organisation qui fabriquait des bombes pour des attentats en Russie et il réussit à faire arrêter dans son pays 63 terroristes. 10 ans après, on apprendra que les bombes avaient été confectionnées par ces hommes. En 1887, il diffuse la lettre d'un certain Ivanov, révolutionnaire repenti, qui assure que la majorité des terroristes sont juifs. En 90, une confession par un vieillard ancien révolutionnaire où les révolutionnaires exilés à Londres sont accusés d'être des agents britanniques. En 92, un faux texte de Plekhanov où on accuse la direction du mouvement Narodnaya Volia d'avoir fait publier cette confession. En 1902, il tente de constituer une ligue franco-russe antisémite.
Pour parvenir à ses fins, il use d'une technique proche de celle des Rose-Croix. Il affirme que la Ligue existe, pour qu'ensuite quelqu'un la crée. Mais il use aussi d'une autre technique. Il mêle avec doigté le vrai et le faux. Et le vrai apparemment lui nuit. Ainsi, personne ne doute du faux. Il fait circuler à Paris un mystérieux appel aux Français pour soutenir une ligue patriotique russe dont le siège est à Kharkov. Dans l'appel, il s'attaque lui-même comme celui qui veut faire échouer la ligue, et il souhaite que lui, Rakovski, change d'idée. Il s'auto-accuse de se servir de personnages discrédités tels que Nilus, ce qui est exact. Pourquoi peut-on attribuer à Rakovski les protocoles? Le protecteur de Rakovski était le ministre Sergueï Witte, un progressiste qui voulait transformer la Russie en un pays moderne. Pourquoi le progressiste Witte se servait-il du réactionnaire Rakovski? Dieu seul le savait, mais nous étions désormais préparés à tout. Witte avait un adversaire politique, un dénommé Élie de Sion, qu'il avait déjà attaqué publiquement avec des pointes polémiques rappelant certains passages des protocoles. Mais dans les écrits de Sion, il n'y avait pas d'allusion aux Juifs, parce que lui-même était d'origine hébraïque. En 1897, par ordre de Witte, Rakovski fait perquisitionner la villa de Sion à Teritat, et il trouve un pamphlet de Sion inspiré du livre de Joly, ou de celui dessus, où l'on attribuait à Witte les idées de Machiavel Napoléon III. Rakovski, avec son génie de la falsification, met juif à la place de Witte et fait circuler le texte. Le nom de Sion semble fait exprès pour rappeler Sion, et on peut démontrer qu'un représentant juif faisant autorité dénonce un complot juif. Voilà que sont nés les protocoles. C'est alors que le texte tombe aussi entre les mains de Yuliana ou Justine Glinka, qui fréquente à Paris le milieu de Madame Blavatsky, et à ces moments perdus espionne et dénonce les révolutionnaires russes en exil. Glinka est certainement un agent des policiers, lesquels sont liés aux propriétaires fonciers et donc veulent convaincre le tsar que les programmes de Witte se confondent avec le complot international juif. Glinka envoie le document au général Orgueïevski, et celui-ci, à travers le commandant de la garde impériale, le fait parvenir au tsar. Witte se trouve dans le pétrin. C'est ainsi que Rakovski, entraîné par son fiel antisémite, contribue à la disgrâce de son protecteur, et probablement à la sienne propre. En effet, à partir de ce moment-là, nous perdions ses traces. Saint-Germain était peut-être parti vers de nouveaux travestissements et de nouvelles réincarnations. Mais notre histoire avait pris un contour plausible, rationnel, limpide, parce qu'elle s'étayait sur une série de faits, vrais, disait Belbeau, comme Dieu est vrai. Tout cela me remettait en esprit les histoires de De Angelis sur la synarchie. Le piquant de toute l'histoire, de notre histoire, certes, mais peut-être de l'histoire, comme insinuait Belbeau, le regard fébrile tandis qu'il me passait ses fiches, c'était que des groupes en lutte mortelle s'exterminaient à tour de rôle en utilisant chacun les mêmes armes que l'autre. Le premier devoir d'un bon infiltré, commentais-je, est de dénoncer comme infiltré ceux chez qui il s'est infiltré. Belbeau avait dit: je me souviens d'une histoire là-bas, sur le cours, au soleil couchant. Je croisais toujours un certain Raymond, ou un nom de ce genre, derrière le volant de sa petite Fiat, une belle Lila noire. Moustache noire, cheveux noirs frisés, chemise noire et dents noires horriblement carriées. Et il embrassait une fille. Et moi, ces dents me dégoûtaient qui embrassaient cette chose belle et blonde. Et je ne me rappelle même pas la tête qu'elle avait, mais pour moi, elle était vierge et prostituée. Elle était l'éternel féminin. Et moult en frémissait. D'instinct, il avait adopté un ton ampoulé pour déclarer son intention ironique, conscient de s'être laissé emporter par les langueurs innocentes de la mémoire. Je me demandais, et j'avais demandé pourquoi ce Raymond, qui appartenait aux brigades noires, pouvait s'exposer ainsi à la ronde, même dans les périodes où la région n'était pas occupée par les fascistes. Et on m'avait dit qu'il se murmurait que c'était un infiltré des partisans. Tout à coup, un soir, je le vois dans sa même belle Lila noire, avec les mêmes dents noires, en train de rouler des patins à la même fille blonde, mais avec un foulard roux au cou et une chemise kaki. Il était passé aux brigades garibaldiennes. Tout lui faisait fête. Il avait pris un nom de bataille, X9, comme le personnage d'Alex Raymond, dont il avait lu des aventures dans l'Aventuroso. Et un brave X9, lui disait-il, et moi je le haïssais encore plus parce qu'il possédait la fille avec le consentement du peuple.
Pourtant, certains en parlaient comme d'un infiltré fasciste au milieu des partisans, et je crois que c'était ceux qui désiraient la fille. Mais il en allait ainsi, X9 était suspect. Et puis, excusez-moi, Cassobon, pourquoi vous intéressez-vous tellement à mes histoires personnelles? Parce que vous racontez, et les récits sont faits de l'imaginaire collectif. Good point. Alors un matin, X9 circulait hors de la zone habitée, et peut-être avait-il donné rendez-vous à la fille dans les champs pour aller au-delà de ce misérable petting et montrer que sa verge était moins carrée que ses dents. Pardonnez-moi, mais je n'arrive pas encore à l'aimer. En somme, voilà que les fascistes lui tendent une embuscade. L'emmènent en ville, et à 5 heures, le lendemain matin, ils le fusillent. Une pause. Belbo avait regardé ses mains qu'il tenait jointes comme s'il était en prière. Puis il les avait écartées et dit « Preuve que ce n'était pas un infiltré. » Sens de la parabole. Qui vous a dit que les paraboles doivent avoir un sens? Mais, à bien y repenser, cela veut peut-être dire que souvent, pour prouver quelque chose, il faut mourir. Ego sum qui sum. J'avais revu Belbo le matin suivant. Hier, nous avons écrit une belle page de feuilleton, lui avais-je dit. Peut-être si nous voulons faire un plan crédible, devrions-nous coller davantage à la réalité. Quelle réalité? M'avait-il demandé. Seul peut-être le feuilleton nous donne la vraie mesure de la réalité. On nous a trompés. Qui? On nous a fait croire que d'un côté il y a le grand art, celui qui représente des personnages typiques dans des circonstances typiques, et de l'autre le roman feuilleton qui raconte l'histoire de personnages atypiques dans des circonstances atypiques. Je pensais qu'un vrai dandy n'aurait jamais fait l'amour avec Scarlett O'Hara, ni avec Constance Bonacieux, ou Aurore de Caylus non plus. Moi, je jouais avec le feuilleton pour faire un petit tour hors de la vie, et il me rassurait parce qu'il proposait ce qu'on ne peut attendre. Eh bien non. Non? Non. Proust avait raison. La vie est mieux représentée par la mauvaise musique qu'elle ne l'est par une missa solemnis. L'art se moque de nous et nous rassure. Il nous fait voir le monde comme les artistes voudraient qu'il fût. Le feuilleton fait semblant de plaisanter, mais au fond, il nous fait voir le monde tel qu'il est, ou au moins tel qu'il sera. Les femmes ressemblent plus à Milady qu'à Cleia Conti. Fu Manchu est plus vrai que Nathan le Sage. L'histoire ressemble davantage à ce que raconte Su qu'à ce que projette Hegel. Shakespeare, Melville, Balzac et Dostoïevski ont fait du feuilleton ce qui est vraiment arrivé. C'est ce qu'avaient raconté à l'avance les romans feuilletons. C'est qu'il est plus facile d'imiter le feuilleton que l'art. Devenir la Joconde est un travail, devenir Milady suit notre penchant naturel à la facilité. Diotallevi, qui jusqu'alors était resté silencieux, avait observé « Voyez notre habillé, il faut plus facile d'imiter Saint-Germain que Voltaire. » Oui, avait dit Belbo. Au fond, les femmes aussi trouvent que Saint-Germain est plus intéressant que Voltaire. Par la suite, j'ai retrouvé ce fil où Belbo avait résumé nos conclusions en termes romanesques. Je dis en termes romanesques parce que je me rends compte qu'il s'était amusé à reconstituer l'épisode en y mettant de son cru que de rares phrases de raccord. Je ne repère pas toutes les citations, les plagiats et les emprunts, mais j'ai reconnu de nombreux passages de ce collage furibond. Une fois de plus, pour échapper à l'inquiétude de l'histoire, Belbo avait écrit et reparcouru la vie par écriture interposée. Philname, le retour de Saint-Germain. Depuis 5 siècles désormais, la main vengeresse du Tout-Puissant m'a poussé les profondeurs de l'Asie jusque sur cette terre. J'apporte avec moi l'épouvante, la désolation, la mort. Mais courage, je suis le notaire du plan, même si les autres ne le savent pas. J'ai vu bien pire, et les manigances la nuit de la Saint-Barthélemy m'ont coûté plus d'ennui que ce que je me dispose à faire. Non, pourquoi mes lèvres se plissent-elles dans ce sourire satanique? Je suis celui qui est, si le maudit Cagliostro ne m'avait pas usurpé jusqu'à ce dernier droit. Mais le triomphe est proche. Soapès, quand j'étais Kelly, m'a tout appris dans la tour de Londres. Le secret, c'est de devenir un autre. Par d'astucieuses manœuvres, j'ai fait enfermer Joseph Balsamo dans la forteresse de San Léo, et je me suis emparé de ses secrets. En tant que Saint-Germain, j'ai disparu. Maintenant, tout le monde croit que je suis le comte de Cagliostro. Minuit vient de retentir à toutes les horloges de la ville. Quel calme peu naturel. Ce silence ne me dit rien qui vaille. Le soir est splendide, encore que très froid. La lune hausse dans le ciel illumine d'une clarté glaciale les venelles impénétrables du vieux Paris. Il pourrait être 10 heures du soir.
Le clocher de l'abbaye des Blackfear a depuis peu sonné lentement 8 heures. Le vent secoue avec de lugubres grincements les girouettes de fer sur l'étendue désolée des toits. Une épaisse couche de nuages recouvre le ciel. Capitaine, remontons-nous? Non, au contraire, nous descendons, damnation. Bientôt, le Patna coulera à pic. Saute, Jim de la papaye, saute! Ne donnerais-je pas peut-être pour échapper à cette angoisse un diamant gros comme une noisette? L'offre est en branle, la barre dessous toute, la grand voile, le perroquet, et quoi encore, hôte de valeur? Là-bas, ça souffle! Je grince horriblement de toutes mes dents tandis qu'une pâleur de mort embrase mon visage cireux de flammes verdâtres. Comment suis-je arrivé ici, moi qui semble l'image même de la vengeance? Les esprits de l'enfer n'auront que sourire de mépris devant les larmes de l'être dont la voix menaçante les a fait trembler si souvent au sein même de leur abîme de feu. Oh là, un flambeau! Combien de marches ai-je descendu avant de pénétrer dans ce bouge? 7, 36. Il n'est pierre que j'ai effleuré, pas que j'ai accompli, qui me cacha un hiéroglyphe. Quand je l'aurai dévoilé, Adéféo saura enfin révéler le mystère. Après, il n'y aura plus qu'à le déchiffrer. Et sa solution sera la clé derrière laquelle se cache le message, qui, à l'initié et à lui seul, dira en lettres claires quelle est la nature de l'énigme. De l'énigme au décryptage, le pas est bref, et il en sortira éclatant le hiérogramme sur quoi affiner la prière de l'interrogation. Ensuite, il ne pourra plus être ignoré de personne, l'arcane, voile, couverture, tapisserie égyptienne qui recouvre le pentacle, et de là vers la lumière pour déclarer du pentacle le sens occulte, la question kabbalistique, à quoi ils seront peu à répondre, pour dire d'une voix de tonnerre quel est le signe insondable. Pliés sur le lit, 36 invisibles devront donner la réponse, l'énonciation de la rune, dont le sens n'est ouvert qu'aux fils d'Hermès, et qu'à eux soit donné le son moqueur, masque derrière lequel se profilerait le visage qu'ils cherchent de mettre à nu, le rébus mystique et l'anagramme sublime. Sator, Arepo, criai-je d'une voix à faire trembler un spectre. Et, abandonnant la roue qu'il tient avec le concours diligent de ses mains homicides, Sator Arepo apparaît, soumis à mon commandement. Je le reconnais, et déjà je soupçonnais qui il était. C'est Luciano, l'expéditionnaire mutilé, que les supérieurs inconnus ont désigné comme exécuteur de ma tâche infâme et sanglante. Sator Arepo, demandai-je moqueur. Sais-tu, toi, quelle est la réponse finale qui se cache derrière la sublime anagramme? Non, comte, répond l'imprudent, et je l'attends de tes paroles. Un éclat de rire infernal sort de mes lèvres pâles et résonne sous les voûtes antiques. Ah, 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 naïf! Seul le vrai initié sait qu'il ne la sait pas. Oui, maître, répond l'expéditionnaire mutilé. Comme vous voulez, je suis prêt. Nous sommes dans un bouge sordide de Clignancourt. Ce soir, c'est toi que je dois punir, avant tout le monde. Toi qui m'as initié à l'art noble du crime. Me venger de toi, qui feint de m'aimer, et ce qui est pis, le croix. Et des ennemis sans nom avec qui tu passeras le prochain week-end. Luciano, témoin important de mes humiliations, me prêtera son bras, l'unique, puis il en mourra. Un bouge, avec une trappe dans le pavement qui ouvre sur une espèce de ravin, de réservoir, de boyaux souterrains, utilisé depuis des temps immémoriaux pour y entreposer des marchandises de contrebande. À l'humidité inquiétante parce qu'il touche aux égouts collecteurs de Paris, labyrinthe du crime. Et le vieux mur sud indicible miasme, si bien qu'il suffit, avec l'aide de Luciano, très fidèle dans le mal, de pratiquer un trou dans le mur. Et l'eau entre à flot, inonde le sous-sol, fait crouler les murs déjà branlants et le ravin se confond avec le reste des collecteurs, où surnagent à présent des rats gras putréfiés. La surface noire qu'on entrevoit du haut de la trappe est désormais le vestibule de la perdition nocturne. Très loin, la Seine, puis la mer. De la trappe pend une échelle assurée au bord supérieur, et sur celle-ci, à fleur d'eau, Luciano s'installe avec un couteau. Une main ferme sur le premier barreau, l'autre qui serre le coutelas, la troisième prête à saisir la victime. Maintenant, attends, et en silence, lui dis-je, tu verras. Je t'ai convaincu d'éliminer tous les hommes avec une cicatrice. Viens avec moi, sois mienne à jamais. Éliminons ces présences importunes. Je sais bien que tu ne les aimes pas. Tu me l'as dit, nous resterons toi et moi et les courants souterrains. Tu viens d'entrer hautaine comme une vestale, recroquevillée, racornie comme une mégère. Ô vision d'enfer! Toi qui secoues mes longues centenaires et me serres la poitrine dans l'étau du désir, ô splendide mulatresse, instrument de ma perdition. De mes mains crochues, je lacère ma chemise de fine batiste qui part ma poitrine. De mes ongles, je strie ma pollution sanglante tandis qu'une brûlure atroce incendie mes lèvres froides comme les mains du serpent.
Un sourd rugissement monte des plus noires cavernes de mon âme et jaillit de la rangée de mes dents cruelles. Moi, chanteur, vomi du tartare, et le vol d'une salamandre est presque inaudible, car je retiens mon hurlement, et je m'approche de toi avec un sourire atroce. Ma chérie, ma Sophia, te dis-je plein de la grâce féline avec laquelle seul sait parler le chef secret de Lokrana. Viens, je t'attendais. Blottis-toi avec moi dans les ténèbres, et attends. Et tu ris, recroquevillée, visqueuse, savourant à l'avance quelque héritage ou butin, un manuscrit des protocoles avant Drozar, comme tu sais bien masquer derrière ce visage d'ange ta nature de démon, pudiquement bandé par des blue jeans androgynes, le t-shirt, presque transparent qui toutefois cache le lys infâme imprimé sur ta chair blanche par le bourreau de l'île. Est arrivé le premier saut, par moi attiré dans le piège. J'aperçois difficilement ses traits, sous la cave qui l'enveloppe, mais il me montre le signe des Templiers de Provins. C'est Soapès, le cipierre du groupe de Thomas. Comte, me dit-il, le moment est venu. Pendant trop d'années, nous avons erré, dispersé de par le monde, vous avez le fragment final du message, moi celui qui est apparu au début du grand jeu, mais ceci est une autre histoire, réunissons nos forces et les autres. Je complète sa phrase. Les autres, aux enfers. Va, frère, au centre de la pièce, il y a un écrin, dans l'écrin, ce que tu cherches depuis des siècles. N'aie peur de l'obscurité, elle ne nous menace pas, mais nous protège. Le sot dirige ses pas presque à l'aveuglette. Un bruit sourd, étouffé, il est tombé dans la trappe. À fleur d'eau, Luciano le saisit et lui donne du tranchant de sa lame, une coupure éclair à la gorge. Le gargouillis du sang se confond avec le bouillonnement du purin chtonien. On frappe à la porte. C'est toi l'Israéli? Oui, me répond l'inconnu, dans lequel mes lecteurs auront reconnu le grand maître du groupe anglais, désormais parvenu au fait du pouvoir, mais encore insatisfait. Il parle. My lord, it is as less to Denny because it's impossible to conceal that a great part of Europe is covered with a network of these secret societies, just as the superficies of the earth is now being covered with railroad. Je l'ai déjà dit aux communes, 14 juillet 1856, rien ne m'échappe, venons-en au fait. Le juif béconien jure entre ses dents, il poursuit. Ils sont très nombreux, les 36 invisibles sont à présent 360, multiplie par 2, 720, soustrait les 120 années au terme desquelles s'ouvrent les portes. Et tu as 600, comme la charge de la Balakava. Diable d'homme, la science des nombres n'a pas de secret pour lui. Eh bien, nous avons l'or, toi la carte, unissons-nous et nous serons invisibles. Un geste erratique, je lui montre du doigt l'écrin fantasmatique. Aveuglé par sa convoitise, il croit l'apercevoir dans l'ombre, il s'avance, tombe. J'entends le sinistre éclair de la lame de Luciano, et malgré la ténèbre, je vois le râle qui luit dans la pupille muette de l'anglais. Justice faite. J'attends le troisième. L'homme des Rose-Croix français, mon faucon de Villard, prêt à trahir, j'en suis déjà prévenu, les secrets de sa secte. Je suis le comte de Gabalis, se présente-t-il, menteur et fat. J'ai peu de mots à susurrer pour l'induire à se diriger vers son destin. Il tombe, et Luciano, avide de sang, accomplit sa besogne. Tu souris avec moi dans l'ombre, et tu me dis que tu es mienne, et tu seras mon secret. Mets-toi le doigt dans l'œil, sinistre caricature de la Séquina. Oui, je suis ton Simon. Attends, tu ignores encore le meilleur, et quand tu le sauras, tu auras cessé de le savoir. J'ajoutais, un à un entre les autres. Le père Bresciani m'avait informé que pour représenter les illuminés allemands viendrait Babette d'Interlaken, arrière-petite-fille de Weishaupt, la grande vierge du communisme helvétique, élevée dans la ripaille, la rapine et le sang, experte à ravir les secrets impénétrables, à ouvrir les dépêches sans en virer les sceaux, à administrer les poisons selon les ordres de sa secte. Entre donc le jeune Agatho-démon du crime. Elle est enveloppée d'une fourrure d'ours blanc. Ses longs cheveux blonds fluides dessous son callback crâneur, regard hautain, mine sarcastique, et avec l'habituelle manœuvre, je la dirige vers sa perdition. Ah, ironie du langage. Ce don que la nature nous a fait pour taire les secrets de notre âme. Illuminé tombe victime de l'obscurité, je l'entends éructer d'horribles jurons, l'impénitente, tandis que Luciano lui retourne 2 fois le couteau dans le cœur. Déjà vu, déjà vu. C'est le tour de Nilous, qui pendant un instant avait cru avoir et la Tsarim et la carte. Sale moine luxurieux, tu voulais l'antéchrist. Il se trouve devant toi, mais tu l'ignores. Et je le conduis aveugle au milieu de 1000 mystiques cajoleries au piège infâme qui l'attend.
Luciano lui ouvre la poitrine d'une blessure en forme de croix. Il s'abîme dans le sommeil éternel. Je dois surmonter l'ancestrale méfiance du dernier, le sage de Sion, qui prétend être Ahasverus, le juif errant, comme moi immortel. Il n'a pas confiance, alors qu'il sourit onctueux, la barbe encore souillée du sang des tendres créatures chrétiennes dont il est habitué à faire carnage dans le cimetière de Prague. Il sait que je suis Rakowski. Il faut que je le dépasse en astuce. Je lui laisse entendre que l'écrin ne contient pas seulement la carte, mais aussi des diamants bruts, encore à tailler. Je sais la fascination qu'exercent les diamants bruts sur cette engeance déicide. Il va vers son destin entraîné par sa cupidité, et c'est à son Dieu cruel et vindicatif qu'il lance des imprécations tout en mourant, transpercé comme Hiram, et lancer ces imprécations lui a même malaisé parce que, de son Dieu, il ne parvient pas à prononcer le nom. Naïf, moi qui croyais avoir mené le grand œuvre à son terme. Comme heurté par un tourbillon, une fois encore s'ouvre la porte du bouge et apparaît une silhouette au visage livide, les mains dévotement raccornies sur la poitrine, le regard furtif, qui ne réussit pas à cacher sa nature, parce qu'elle s'habille des noirs habits de sa noire compagnie. Un fils de Loyola! Crétino! M'écriai-je, induit en erreur. Il lève la main en un geste hypocrite de bénédiction. Je ne suis pas celui que je suis, me dit-il avec un sourire qui n'a plus rien d'humain. C'est vrai, ce fut de tout temps leur technique, tantôt ils nient eux-mêmes leur propre existence, tantôt ils proclament la puissance de leur ordre pour intimider le quoi. Nous sommes toujours autres que ce que vous pensez, fils de Bélial, dit à présent ce séducteur de souverain. Mais toi, ô Saint-Germain, comment sais-tu qui je suis vraiment, demandai-je troublé. Il sourit menaçant. Tu m'as connu en d'autres temps, quand tu as cherché à m'éloigner du chevet de Postel, quand sous le nom d'abbé d'Herblay, je t'ai amené à terminer une de tes incarnations au cœur de la Bastille. Oh, comme je sens encore sur mon visage le masque de fer auquel la compagnie, avec l'aide de Colbert, m'avait condamné. Tu m'as connu quand j'espionnais tes conciliabules avec Dolbach et Condorcet. Rodin, m'exclamai-je comme frappé par la foudre. Oui, Rodin, le général secret des Jésuites. Rodin, que tu ne tromperas pas en le faisant tomber dans la trappe, ainsi que tu l'as fait avec les autres naïfs. Sache, ô Saint-Germain, qu'il n'est crime, artifice, néfaste, piège criminel, que nous n'ayons inventé avant vous, pour la plus grande gloire de notre Dieu qui justifie les moyens, que de têtes couronnées n'avons-nous pas fait tomber dans la nuit qui n'a pas de matin, dans des leurres bien plus raffinées pour obtenir la domination du monde, et maintenant tu veux empêcher que, à un pas du but, nous ne mettions nos mains rapaces sur le secret qui meut depuis 5 siècles l'histoire du monde. Rodin, en parlant de la sorte, devient épouvantable. Tous ces instincts d'ambition sanguinaire, sacrilèges, exécrables, qui s'étaient manifestés chez les papes de la Renaissance, transparaissent à présent sur le front de ce fils d'Ignace. Je vois juste une soif de domination insatiable agite son sang impur, une sueur brûlante l'inonde, une espèce de vapeur nauséabonde se répand autour de lui. Comment frapper ce dernier ennemi ? Je me rappelle à l'intuition inattendue qui seul sait nourrir celui pour qui l'esprit humain depuis des siècles n'a pas de replis à violer. « Regarde-moi, dis-je, moi aussi je suis un tigre. » D'un seul coup, je te pousse toi aussi au milieu de la pièce. Je t'arrache ton t-shirt, je déchire la ceinture de la moulante cuirasse qui cache les grâces de ton ventre ambré. Maintenant, toi, à la pâle lumière de la lune qui pénètre par la porte entr'ouverte, tu te dresses plus belle que le serpent qui séduit Adam, fière et lascive, vierge et prostituée, vêtue de ton seul pouvoir charnel, parce que la femme nue est la femme armée. Le claste égyptien descend sur tes cheveux touffus, bleu à force d'être noir, ton sein palpitant sous la mousseline légère. Autour de ton petit front bombé et obstiné s'enroule l'Euraeus d'or aux yeux d'émeraude, dardant sur ta tête sa triple langue de rubis. Oh, ta tunique de voile noire au reflet d'argent, serrée par une écharpe brodée d'iris funestes, en perles noires. Ton pubis se replaît, tout rasé, afin d'offrir aux yeux de tes amants la nudité d'une statue. La pointe de tes mamelons déjà suavement effleurée par le pinceau de ton esclave du Malabar, trempée dans le même carmin qui t'ensanglante les lèvres, invitante comme une blessure. Rodin, à présent, respire péniblement. Les longues abstinences, la vie passée dans un rêve de puissance n'ont rien fait d'autre que le préparer encore plus à son désir irrépressible. Face à cette reine belle et impudique, aux yeux noirs comme ceux du démon, aux épaules rondes, aux cheveux odorants, à la peau blanche et tendre, Rodin est pris par l'espérance de caresses ignorées, de voluptés ineffables,
Il frémit dans sa chair même, tel frémit un dieu des forêts en observant une nymphe nue qui se mire dans l'eau où s'est déjà damné Narcisse. Je devine à contre-jour son rictus irrépressible. Il est comme pétrifié par Méduse, sculpté dans le désir d'une virilité réfrénée, et maintenant à son déclin. Des flammes obsédantes de lascivité lui tordent les chairs. Il est comme un arc bandé vers le but, bandé jusqu'au point où il cède et se brise. D'un coup, il est tombé sur le sol, rampant devant cette apparition, la main telle une serre tendue pour implorer une gorgée d'élixir. Oh, râle-t-il, oh, comme tu es belle, oh, ces petites dents de jeune louve qui brillent quand tu ouvres tes lèvres rouges et renflées, oh, tes grands yeux d'émeraude qui tantôt étincellent et tantôt languissent au démon de la volupté. Il a de quoi, le misérable, tandis que tu remues à présent tes hanches moulées par la toile bleuâtre, et que tu tends le pubis pour pousser le flipper à la dernière démence. Oh, vision, dit Rodin, sois mienne, pour un seul instant, comble par un instant de plaisir une vie passée au service d'une divinité jalouse, console d'un éclair de luxure l'éternité de flamme, à quoi ta vision maintenant me pousse et entraîne, je t'en prie, effleure mon visage de tes lèvres, toi, Antiméa, toi, Marie-Madeleine, toi que je désirais dans la phase des saintes troublées par l'extase, que j'ai convoité au cours de mes hypocrites adorations de visages virginaux. Oh, madame, tu es aussi belle que le soleil, blanche comme la lune, et voilà que je renie et Dieu et les saints et le pontife de Rome soi-même, je dirais plus, je renie le Loyola et le serment criminel qui me lie à ma compagnie, j'implore un seul baiser, et puis que j'en meure. Il a fait encore un pas, rampant sur ses genoux racornis, la soutane soulevée sur ses reins, la main encore plus tendue vers ce bonheur impossible à atteindre, soudain, il laisse tomber en arrière. Les yeux paraissent lui sortir des orbites. D'atroces convulsions impriment à ses traits des secousses inhumaines, semblables à celles que la pile Volta produit sur le visage des cadavres. L'écume bleuâtre empourpre ses lèvres, d'où sort une voix sifflante et étranglée comme celle d'un hydrophobe, car lorsqu'elle arrive à sa phase paroxystique, ainsi que le dit fort bien Charcot, cette épouvantable maladie qu'est le satyriasis, punition de la luxure, marque les mêmes stigmates que la folie canine. C'est la fin. Rodin éclate en un rire insensé, après quoi il s'écroule sur le sol, inanimé, image vivante de la rigidité cadavérique. En un seul instant, il est devenu fou, et il est mort damné. Je me suis limité à pousser le corps vers la trappe, avec cautèle, pour ne pas salir mes poulaines vernies contre la soutane graisseuse de mon dernier ennemi. Nul besoin du coutelas homicide de Luciano. Mais le psychiatre ne parvient pas à contrôler ses gestes. On sait qu'il est dans une funeste compulsion de répétition. Il rit et poignarde un cadavre désormais sans vie. À présent, je me dirige avec toi vers l'extrême bord de la trappe. Je te caresse les cou et la nuque, alors que tu te penches pour jouir de la scène. Je te dis, es-tu contente de ton rocambole, mon amour inaccessible? Et tandis que tu fais signe que oui, lascive, et que tu ricanes en salivant dans le vide, je serre imperceptiblement les doigts. Que fais-tu, mon amour? Rien, Sophia, je te tue. Dorénavant, je suis Joseph Balsamo, et n'ai plus besoin de toi. La menthe des archontes expire, tombe à pic dans l'eau. Luciano ratifie d'un coup de lame le verdict de ma main impitoyable, et je lui dis, maintenant tu peux remonter, mon fréal, mon âme damnée. Et au moment où, en remontant, il m'offre son dos, je lui plante entre les omoplates un très fin stylet à lame triangulaire, qui ne laisse presque aucune cicatrice. Il dégringole, je ferme la trappe, c'est fait. J'abandonne le bouge, alors que 8 corps naviguent vers le Châtelet, par des conduits connus de moi seul. Je reviens dans mon petit appartement du Faubourg Saint-Honoré. Je me regarde dans mon miroir. Voilà, me dis-je, je suis le roi du monde. De mon aiguille creuse, je domine l'univers. En de certains moments, ma puissance me fait tourner la tête. Je suis un maître d'énergie, je suis ivre d'autorité. Hélas, la vengeance de la vie ne tardera pas. Des mois après, dans la crypte la plus profonde du château de Thomas, maître maintenant du secret des courants souterrains et seigneur des 6 lieux sacrés de ceux qui avaient été les 36 invisibles, derniers des derniers templiers et supérieurs inconnus de tous les supérieurs inconnus, je devrais épouser Cécilia, l'androgyne aux yeux de glace, de laquelle plus rien ne me sépare désormais. Je l'ai retrouvée après des siècles, depuis qu'elle m'avait été soufflée par l'homme au saxophone. À présent, elle marche en équilibre sur le dossier du banc, bleue et blonde, et je ne sais toujours pas ce qu'elle a sous le tube vaporeux qui la part. La chapelle est creusée dans le roc,
L'autel est surmonté d'une toile inquiétante qui présente les supplices des damnés dans les entrailles de l'enfer. Quelques moines encapuchonnés me font ténébreusement haie, et encore point ne me trouble, fasciné que je suis par l'imagination ibérique. Mais, horreur, la toile se soulève, et derrière elle, œuvre admirable d'un Marcin-Boldo des cavernes, apparaît une autre chapelle, en tout semblable à celle où je me trouve, et là, devant un autre autel est agenouillée Cécilia. Et à côté d'elle, une sueur froide emperle mon front, mes cheveux se dressent sur ma tête. Qui dois-je arborer narquois sa cicatrice? L'autre, le vrai Joseph Balsamo, que quelqu'un a libéré du cachot de San Léo. Et moi, c'est à cet instant que le plus vieux des moines soulève son capuchon. Je reconnais l'horrible sourire de Luciano, réchappé, qui sait comment, à Monstulet, aux égouts, à la bouche sanglante, qui aurait dû entraîner cadavre maintenant dans le fond silencieux des océans, passer à mes ennemis, par juste soif de vengeance. Les moines se libèrent de leurs frocs et surgissent cataphractés dans une armure jusqu'alors cachée, une croix flamboyante sur leur manteau blanc comme neige. Ce sont les Templiers pavins. Ils s'emparent de moi, me contraignent à tourner la tête. Dans mon dos est apparu un bourreau accompagné de deux aides difformes. On me fait ployer sur une sorte de garrot. Et avec une marque au fer rougi à blanc, on me consacre au poids éternel du geôlier. Le sourire infâme du Baphomet s'imprime à jamais sur mon épaule. Maintenant je comprends. Afin que je puisse remplacer Balsamo à San Léo, autrement dit, reprendre la place qui m'avait été assignée de toute éternité. Mais ils me reconnaîtront, me dis-je. Et puisque tous croient désormais que moi, je suis lui, et lui, le damné, on me viendra même en aide, mes complices, au moins. On ne peut remplacer un prisonnier sans que personne s'en aperçoive. Nous ne sommes plus autant du masque de fer. Naïf. En un éclair, je comprends quand le bourreau me fait pencher la tête sur une cuvette de cuivre, d'où s'élèvent des vapeurs verdâtres. Le vitriol. On m'a sujeté un chiffon sur les yeux, mais mon visage est poussé au contact du liquide vorace. Une douleur insupportable, lancinante, la peau de mes joues, du nez, de la bouche, du menton se recroqueville, s'écaille, un instant suffit, et comme on me relève, en me tirant par les cheveux, mon visage est maintenant méconnaissable. La tabesse, une variole, un indicible néant, un hymne à la répugnance. Je reviendrai au cachot ainsi qu'y reviennent beaucoup de fugitifs qui eurent le courage de se défigurer pour ne pas être repris. Ah, mais